parler de microbiologie. Je vais aller un petit peu plus dans les notions de base. Puis, mais je vais quand même faire un lien avec la qualité. Là, on va parler de sirop filant, sirop sur riz. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, je vais mettre un peu la table à la deuxième conférence qui va suivre, qui va être présentée par Joël Boutin, où lui va aller un petit peu plus dans le détail sur les techniques de production, puis un peu plus dans le day-to-day, là, mais je vais vous mettre la table pour ce sujet-là. La conférence a été préparée par moi, mais aussi en collaboration avec Marie Fito, qui est une collaboratrice de longue date. Elle travaille comme professeure à l'Université Laval, donc on s'est séparé les conférences. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vous présente la conférence aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu? Bien, je vais vous parler des généralités entourant la contamination microbienne. Ensuite, on va aborder un petit peu plus le sujet des micro-organismes acéricoles, les micro-organismes qu'on trouve dans la sève. Donc, on va mettre toutes ces notions-là en relation avec la production du sirop sur riz, sirop acide, et sirop filant. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ces sirops-là, puis comment ça se forme en fait. On va voir les facteurs de risque reliés à ces problèmes de qualité-là, puis on va terminer avec des travaux qui sont en cours. Pour commencer, en fait, pour situer un peu le problème, je vous montre quelques chiffres sur les statistiques de classement. Premièrement, il faut savoir que le sirop sur riz, c'est un sirop qui est acide, qui a un mauvais goût, en fait, mais qui provient d'une dégradation microbienne. Puis lorsque ces sirops-là sont amenés au classement, ils sont classés dans la catégorie VR4. Qui est une catégorie où on va regrouper différents types de défauts de saveur, dont les sirops sur riz. Donc, sur le graphique ici, on le voit, c'est les barres qui sont en bleu-gris, là. Donc, c'est pour montrer la quantité de ce type de sirop-là qui est produit chaque année pour le sirop en vrac. Donc, on voit que c'est quand même une proportion qui n'est pas négligeable de sirops qui présentent ces défauts-là. Et puis, donc, dans les pires années, là, ça peut aller presque à 13-14 % de sirops en vrac. Pour les sirops filants, eux, ils se retrouvent dans la catégorie CT6. Donc, les CT qui sont regroupés ici, c'est plus les sirops, les résultats des barres en orange, là. Donc, ceux-là sont un peu moins nombreux, mais quand même, on en retrouve au moins à peu près 2-3 % par année. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'on a une problématique de qualité qui sont associées vraiment à ce type de sirop-là. Donc, la microbiologie est derrière tout ça. On va l'aborder un petit peu plus loin, mais pourquoi on s'intéresse aux micro-organismes? En fait, les micro-organismes, pour ceux qui sont moins familiers avec ce sujet-là, en fait, ils sont partout, dans le fond. On les retrouve sur les surfaces, on les retrouve dans les différents écosystèmes. En acériculture, c'est le cas aussi. En fait, ils sont très importants pour notre vie. En fait, la vie sur Terre serait vraiment très différente ou même presque impossible si on n'avait pas de micro-organismes pour nous entourer. Donc, ils sont essentiels à notre vie, à notre quotidien, mais des fois, ils sont un peu désagréables. Donc, c'est le cas des défauts qu'on va regarder ensemble. Donc, vous l'avez sûrement constaté, là, un exemple de micro-organismes qui peut se développer dans la tubulure. On en a des exemples ici. Vous avez probablement sûrement déjà vu ça dans vos tubulures, dans vos érablières. Mais les micro-organismes, en fait, ils sont très, très variés. Il en existe de toutes sortes, de différents genres, espèces, de différentes structures et tout ça. Donc, si on veut faire un petit peu de ménage là-dedans, on peut regarder les types de micro-organismes. Il y a des bactéries et il y a des mycètes. Donc, c'est deux types de micro-organismes très différents. Dans les mycètes, on peut retrouver des levures, des moisissures et même des champignons. Donc, tous ces types de micro-organismes-là peuvent se retrouver dans la sève d'érable. Si on fait une petite comparaison entre des bactéries et des levures, donc deux types de micro-organismes très importants de la sève, là, on voit des comparaisons des cellules, par exemple, de structure des cellules. À gauche, on a la bactérie. On a un exemple de bactérie qui est en forme de bâtonnet, là, un petit peu plus long, là, en fait, sur la longueur, en fait. Donc, c'est des cellules un peu plus primitives. Donc, c'est des organismes dont la structure interne est un peu moins élaborée, un peu moins développée. Il n'y a pas de noyau à l'intérieur. Et puis, la division cellulaire de ces bactéries-là, on dit qu'elle est plus rapide.
C'est des micro-organismes qui sont un petit peu plus petits que les levures, environ 1 micron. Puis dans l'exemple qu'on a ici, là, c'est une forme de bâtonnet. Donc ce bâtonnet-là pourrait faire 1 micron de longueur, par exemple. Donc on ne peut pas le voir à l'œil nu. Donc les bactéries peuvent avoir aussi des flagelles pour s'aider à se déplacer. Des fois, ils n'en ont pas. Il y a des micro-organismes, des bactéries comme ça qui sont aussi, on peut avoir d'autres formes. Par exemple, ils peuvent être sous forme de sphères, là, des coques qu'on appelle, qui peuvent apparaître sous forme de chaînettes ou de différentes longueurs aussi. Les bâtonnets comme ça peuvent aussi être en chaînette. Donc, il y a ça peut prendre toutes sortes de formes, en fait. Au niveau des levures, on est avec une cellule un petit peu plus complexe. C'est une cellule qui ressemble un peu plus aux cellules qu'on a, nous, les cellules humaines, là. Donc un peu plus complexe au niveau des structures internes. Donc il y a un noyau à l'intérieur, plusieurs organelles. Puis une des particularités des levures, c'est qu'ils vont se développer par bourgeonnement. Donc souvent, on voit les levures sous forme sphérique comme ça, mais avec un petit bourgeon à côté, là, sur le bord, là, qui l'aide un peu à les différencier. Pour leur taille, sont environ 10 fois plus grandes que les bactéries. Donc, le diamètre peut faire jusqu'à 10 microns, là, donc sont plus volumineuses que les bactéries. Comme je disais tout à l'heure, il en existe une panoplie, une très grande diversité de micro-organismes. On compare ça un petit peu des fois aux arbres. Des arbres aussi, il y en a plusieurs espèces. On les différencie, par exemple, par leurs feuilles. Donc, c'est une façon de les différencier. Pour les bactéries, c'est un petit peu la même chose. Là. Si on les fait croître en laboratoire sur des milieux synthétiques, ils vont apparaître de différentes couleurs, de différentes formes. Ils vont croître de différentes façons. Donc, très grande diversité au niveau des micro-organismes qu'on peut avoir. Mais pour s'aider un petit peu à les reconnaître, on va leur donner des noms, ce qu'on appelle la taxonomie. Donc, on va les nommer par le genre. Donc, ici, on a le genre Pseudomonas. Donc, si vous avez un nom à retenir aujourd'hui, puis ça va être bon pour vos parties de famille, vous allez paraître connaissant. Vous pouvez retenir le nom Pseudomonas, qui est le genre bactérien, des bactéries les plus dominants dans la sève d'érable. Donc, ils sont très adaptés à la croissance dans la sève, puis c'est ce genre de bactéries qu'on veut favoriser dans la sève. On veut qu'ils soient là, dans le fond. Donc, son nom, c'est le genre, mais il y en a différentes espèces. Donc, par exemple, l'espèce Fluorescens. Donc, on peut nommer aussi les bactéries, on peut aller jusqu'à la sous-espèce, même jusqu'à la souche. Puis deux souches, en fait, d'une même espèce de bactérie peuvent être très, très différentes en termes de propriétés. Donc, les micro-organismes sont très diversifiés. Donc, c'est un peu comme nous, là, dans le fond, on les nomme comme nous par le prénom et le nom. Donc, c'est un peu la même chose, mais à l'inverse pour le genre et l'espèce. On a longtemps pensé que les micro-organismes, ça vivait en solution, dispersés dans les liquides, ça nageait un peu comme des poissons, dans le fond. Donc, toute la recherche qui a été faite, je dirais, dans les années 80-90, toute cette recherche-là, avant, a été faite sur des cultures en solution comme ça. Donc, la connaissance qu'on a développée était basée sur le mode de croissance en solution des bactéries qui nagent dans des solutions. On s'est rendu compte à un certain moment donné que les bactéries, c'est pas comme ça qu'ils vivent. En fait, ils sont beaucoup plus intéressés à s'attacher aux surfaces. Donc, dès qu'ils sont dans un liquide, leur première tendance, ça va être d'aller s'accrocher aux surfaces, de se multiplier sur ces surfaces-là, puis coloniser. C'est ce qu'on appelle le biofilm. Donc, les premières étapes, là, ils vont s'associer aux surfaces puis commencer à former des microcolonies, c'est-à-dire que les cellules vont se rapprocher les unes des autres, puis ensuite commencer à avoir une croissance plus importante. Donc, ils vont développer une petite structure puis commencer à métaboliser, à produire des métabolites à l'intérieur du biofilm, puis vraiment développer une structure très élaborée à l'intérieur sur les surfaces. Puis, au fil du temps, ce biofilm-là va croître, il va maturer, il va devenir très développé. Puis, à un certain moment donné, il y a des parties de ce biofilm-là qui vont pouvoir se détacher, puis aller coloniser d'autres surfaces, puis recommencer le cycle. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on représente le cycle de formation du biofilm. Puis, c'est exactement ce qui se passe dans les tubulures. En fait,
Ce cycle de mode de vie de biofilm-là a été identifié dans différents écosystèmes, mais on peut vraiment faire un bon exemple là, avec la tubulure pour la collecte de la sève. En fait, c'est un peu ça que je vous montre ici, là. Les premières recherches qu'on a fait lorsque je suis arrivé au Centre Acer, donc ça ne me rajeunit pas, c'est 1999, une des premières études qu'on a voulu faire, c'est de voir si on était capable d'identifier des biofilms dans la tubulure. Puis une des photos qu'on a prises à l'époque, il y en a une ici qui montre vraiment le type vraiment un bon exemple de biofilm. On voit des cellules bactériennes qui sont accrochées à la surface, puis toute la structure là, qui est développée par ces bactéries-là, qui vient enrober les bactéries puis les protéger d'une certaine manière de tout l'environnement autour qui existe dans l'intérieur de la tubulure. Donc ça, c'est un très bon exemple. Au fil des années, on a fait d'autres études, d'autres projets, puis on a pris d'autres photos. En fait, ça, c'est des photos qui sont prises au microscope électronique à balayage. Donc, c'est ce microscope qui nous permet de faire des grossissements d'images de l'ordre de 10 000 à 15 000 fois. Donc, c'est une photo très, très rapprochée de la surface. Donc, à l'œil nu, on n'est pas nécessairement capable de voir ces biofilms-là, mais avec ce genre d'appareil-là, on est capable de voir d'aussi près que ça, là. Donc, on a fait d'autres images de biofilms. Celui-là est intéressant aussi parce qu'on voit qu'il y a des cellules de bactéries, mais il y a aussi des cellules de levure, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, là, avec le petit bourgeon, là. Donc, on voit vraiment un biofilm qui est très, très développé, mais qu'on voit aussi que c'est une association de bactéries de différents genres, différentes espèces et des levures, des bactéries. Donc, c'est ce qu'on appelle un consortium là, qui s'installe et puis qui va coopérer. Les cellules vont coopérer entre elles là, pour résister puis se développer dans ce mode de croissance-là. En fait, la formation de ce biofilm-là, cette structure-là, ça va permettre aux cellules de communiquer entre elles. Donc, il va y avoir des interactions microbiennes qui vont pouvoir se faire. Puis, donc, dans le fond, le biofilm, ça peut être vu comme le Facebook des bactéries, dans le fond. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Il y a différents types d'interactions qui peuvent se produire. Il peut y avoir de la compétition, par exemple, pour des micro-organismes qui ont des exigences nutritionnelles qui sont proches ou qui ont des conditions de croissance qui sont très semblables. Donc, ils vont compétitionner entre elles pour ces nutriments-là. Puis, vraiment, à la limite, il y en a une qui va finir par dominer l'autre. À l'inverse, si les bactéries ou les micro-organismes qui sont dans cet écosystème-là, puis ils ont des besoins nutritifs ou des conditions de croissance qui sont un peu différentes, là, il va pouvoir y avoir de la coopération, où ils vont s'entraider entre elles, puis pouvoir coexister dans le biofilm. Je vous disais tout à l'heure que les cellules communiquent entre elles. En fait, les recherches qui ont été menées dans différents domaines là, de la microbiologie ont démontré ça, que les bactéries dans le biofilm sont capables de produire des molécules signal, donc des signaux chimiques qui sont envoyés par les cellules pour communiquer à d'autres cellules. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a une croissance assez forte. Là, donc, lorsque la croissance dans un écosystème arrive à un certain seuil, les micro-organismes vont commencer à produire ce genre de molécules signal-là, puis commencer à activer des gènes qui n'étaient pas actifs avant, lorsque la population était moins grande. C'est le cas, par exemple, pour la production du mucus, l'espèce de glu là, qui entoure les bactéries. Là. Donc, ça se fait sous ce mode de métabolisme. Là. Donc, il existe plusieurs facteurs qui vont influencer la croissance microbienne. Il y a des facteurs qu'on dit intrinsèques, en fait, qui sont plus associés aux propriétés de la sève elle-même, comme les nutriments, puis le pH, la température de la sève. Mais il y en a d'autres qui ont plus attrait à l'environnement qui entoure la croissance des micro-organismes. On les appelle les facteurs extrinsèques. Pour les facteurs intrinsèques, bon, la sève contient des nutriments. Donc, pour les bactéries, c'est bien important. Les bactéries ou les micro-organismes vont avoir besoin de nutriments, d'éléments nutritifs essentiels pour leur croissance. C'est le cas, par exemple, pour l'hydrogène
certains minéraux comme le manganèse, le cuivre, le zinc, et d'autres composés comme le carbone, l'azote, le phosphore, l'oxygène, le soufre. Donc, tous ces éléments-là sont essentiels pour qu'il y ait une division cellulaire. Puis, heureusement pour les bactéries, la sève contient tous ces éléments-là. Donc, dans la sève, on retrouve évidemment de l'eau qui va apporter l'hydrogène, l'oxygène, mais elle va apporter aussi du carbone, par les sucres qui sont contenus dans la sève. Donc, la sève contient du saccharose, du glucose, fructose. Tous ces éléments-là peuvent servir de source de carbone pour les bactéries et les micro-organismes en général. Le carbone aussi peut être allé puisé par les bactéries dans les acides organiques, comme l'acide malique, l'acide citrique, l'acide succinique. Donc, c'est tous des acides qui sont naturellement présents dans la sève d'érable. Pour ce qui est de l'azote, cet élément-là va être fourni pour les bactéries dans les acides aminés, par exemple, qui sont présents naturellement aussi dans la sève. L'acide aminé va pouvoir aussi fournir d'autres éléments comme le soufre également. Et les vitamines aussi dans la sève qui vont pouvoir être utilisées par les bactéries ou les micro-organismes qui ne sont pas capables de synthétiser eux-mêmes leurs propres vitamines. Et puis, il y a d'autres composés dans la sève, comme les polyphénols, les phytohormones, donc d'autres composés qui vont compléter les apports en éléments nutritifs essentiels, comme le phosphore, le soufre, là. Donc, la sève, on peut dire que c'est un milieu de croissance qui est très bon là, pour la croissance des micro-organismes. Il contient tous les nutriments dont les micro-organismes ont besoin. Mais ces nutriments limitants-là sont très différents, si on parle pas très différents, mais il y a certaines différences qu'on peut voir là, au niveau des nutriments qui sont limitants pour les cellules, comme pour les pseudomonas. Là, on voit en proportion que certains éléments limitants sont plus importants que d'autres par rapport aux levures, par exemple. Puis, pour ce qui est de l'apport en azote, celle-ci, au fur et à mesure que la saison avance, la sève va s'enrichir en composés azotés, puis ça va devenir un nutriment moins limitant pour les bactéries. Le pH est un facteur important pour la croissance des micro-organismes. En fait, le pH va affecter le fonctionnement des enzymes qui sont nécessaires au métabolisme des bactéries, les enzymes des bactéries eux-mêmes. Et puis, c'est très dépendant, par contre, du type d'espèce ou de genre de microbien auquel on fait affaire. Là. Certains vont tolérer un peu plus les pH acides, d'autres un peu moins. Mais de manière générale, le pH autour de la neutralité pour la sève d'érable, c'est un milieu très favorable à une très grande variété de micro-organismes. Au niveau des besoins en oxygène, encore là, il y a des différences. Certains micro-organismes qu'on appelle aérobes, eux, vont simplement se développer en présence d'oxygène. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, ils ne vont pas se développer. C'est pour ça qu'ils vont surtout se développer en surface des produits. Vous avez peut-être déjà remarqué ça, des sirops qui étaient contaminés par des moisissures. Là, ces moisissures-là vont se développer juste en surface parce que c'est des micro-organismes qui sont aérobes, qui ont besoin d'oxygène. On a aussi les anaérobes facultatifs, donc c'est des micro-organismes qui sont moins limités par la présence d'oxygène, donc ils peuvent se développer en présence ou en absence d'oxygène. Ils n'ont pas trop de restrictions par rapport à ça. Il y a certains des micro-organismes de la sève qui sont anaérobes facultatifs. Puis il y a aussi des anaérobes stricts. Ceux-là, on les voit moins dans la sève. Ce n'est pas vraiment un milieu qui est favorable pour eux. Je vous donne l'exemple ici pour le miel. Là. Donc, parfois, ça peut être le cas qui est présence de Clostridium dans le miel, de certains contaminants. Donc, c'est des anaérobes stricts. Donc, pour ces bactéries-là, l'oxygène est vu comme un élément toxique pour eux. Donc, ils ne vont pas se développer lorsqu'il y a de l'oxygène. La température, c'est un facteur extrêmement important pour la croissance. C'est pour ça qu'on classifie parfois les micro-organismes selon leurs préférences au niveau des températures à lesquelles ils sont plus
plus favorables pour leur croissance. Par exemple, les psychrophiles, ce qu'on appelle les psychrophiles, c'est des micro-organismes qui vont se développer à des températures un peu plus fraîches, donc autour de 10-15 degrés pour leur optimal de croissance. Donc, les psychrophiles vont être favorisés dans des régions, dans des environnements à ces températures-là. Pour les mésophiles, ils vont avoir une croissance un peu à des températures intermédiaires, autour de 30 à 40 degrés C. C'est les températures favorables pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se développeront pas à plus basse température ou à légèrement plus élevée, sauf que ça va être plus long ou ça va être moins optimal, si on veut. Tandis que les thermophiles, eux, ça, on n'en voit pas dans la sève, c'est dans d'autres types d'environnements, mais eux, vraiment, ils ont des températures optimales beaucoup plus élevées, là, autour de 60 degrés C. Il y a également d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je n'aborderai pas ces facteurs-là, mais donc il y a d'autres facteurs comme les métabolites microbiens là, qui peuvent influencer le développement des micro-organismes. Donc, le microbiote naturel de l'écosystème acéricole. Donc, un autre mot que vous pouvez retenir, microbiote. Qu'est-ce que c'est le microbiote? Donc, ça se définit comme l'ensemble de micro-organismes qui se développent soit sur un organisme vivant ou dans un écosystème particulier. Comme par exemple le microbiote intestinal. Donc, c'est un exemple. Là, on parle souvent du microbiote intestinal. Donc, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent notre intestin. Ces micro-organismes-là sont essentiels à notre survie, à notre vie, à notre fonctionnement. Sont très, très importants pour nous. C'est pour ça qu'on les appelle, on appelle le microbiote intestinal le deuxième cerveau pour l'humain. Donc, le microbiote, il en existe aussi en acériculture. Donc, par exemple, chaque arbre a son propre microbiote. La sève d'érable a son microbiote, etc. Donc, quand on parle de microbiote, c'est vraiment la communauté des micro-organismes qui vivent dans cet environnement-là. Donc, les micro-organismes sont vraiment au cœur du système acéricole. On va le voir un petit peu plus loin, là, comment ils peuvent interagir de différentes façons. Mais d'où est-ce qu'ils viennent, en fait? Premièrement, ils peuvent venir de l'arbre lui-même. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait les arbres ont leur propre microbiote. Donc, ils peuvent aussi venir de la faune, qui peuvent transférer des micro-organismes aux arbres et puis ensuite être introduits dans la sève lorsqu'on perce l'arbre. Donc, à la minute où on perce l'arbre, ces micro-organismes-là, soit qu'ils sont transférés par l'air ou par tout simplement contact avec les surfaces, ils vont s'introduire dans l'entaille, commencer à se multiplier un petit peu, se transférer dans le système de tubulure, puis coloniser le système de tubulure. Donc, c'est un peu la dynamique qu'on voit là, pour la croissance des micro-organismes dans la tubulure. Les insectes aussi peuvent transférer des micro-organismes. Et évidemment, nous-mêmes, nos activités humaines en forêt sont vraiment importantes pour... En fait, on va avoir une contribution de nos activités à la flore microbienne de la sève. Donc, tout ce qu'on touche en fait, les manipulations qu'on fait des équipements, de la tubulure, des chalumeaux, quoi que ce soit, ça peut avoir une influence sur le type de micro-organisme qu'on va retrouver dans la sève. En fait, pour illustrer ça, il y a eu des études qui ont été faites dans le passé, puis j'ai lu ça quelque part, que la trace microbienne qu'un humain laisse à chaque heure, c'est d'environ 37 millions de bactéries, 37 millions de cellules bactériennes. Donc, c'est tout ce qu'on touche, les empreintes, le fait de respirer, tousser, se déplacer, tout ça, à chaque heure, on laisse une trace microbienne à chaque fois. Donc, c'est le cas lorsqu'on fait des opérations en forêt. Donc, il faut être conscient qu'on va aussi laisser notre trace microbienne dans la sève. En fait, avec Marie, les recherches qu'on a faites dans le passé, là, on a souvent fait des courbes de croissance de micro-organismes, voir l'évolution des populations microbiennes dans la sève à mesure que la saison avance. Là. Donc, ça, c'est pas nouveau. Ce que je vous présente ici, c'est un peu différent. Par contre, on a une espèce de courbe de croissance qu'on a élaborée en fonction de l'avancement de la saison. Puis, ce qu'on remarque, c'est qu'on va très tard dans la saison, on voit une espèce de croissance qui tend à plafonner là, très tard dans la saison. Donc ça, c'est typiquement ce qui se passe là, qu'on a mesuré antérieurement. Mais dans cet exemple-ci, on est allé encore un peu plus loin dans la saison. C'est-à-dire aller chercher des échantillons
très, très loin, tard dans la saison. Puis on a remarqué qu'il y avait une reprise de croissance dans certains cas, de la croissance microbienne. Et puis, ce qui est intéressant de regarder, de remarquer, c'est que lorsqu'on a fabriqué des sirops à partir de ces sèves-là, c'est souvent été non standard, donc présentaient certains défauts de saveur ou quoi que ce soit. Alors que plus tôt dans la saison, on avait des sirops qui étaient de meilleure qualité. Tout ça vient du fait que la sève change à un certain moment donné. Donc, le métabolisme de l'arbre va venir enrichir un petit peu plus la sève en certains composés. Puis on l'a noté également pour d'autres types de micro-organismes. En fait, pour les différentes classes de micro-organismes, on a les pseudomonas, là, ceux qu'on veut favoriser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le nom à retenir. Donc, ils font partie des protéobactériens, mais ceux-là, ils sont vraiment plus dominants dans la sève en général. Ça dépend des échantillons, mais de manière générale, ils sont plus dominants. Tandis que ceux qu'on ne veut pas avoir, par exemple, les firmicutes, un autre mot que vous pouvez retenir, c'est vraiment des types de micro-organismes qui vont être associés aux défauts que je vais vous présenter plus loin. Ceux-là sont un petit peu moins nombreux en termes de contamination, mais ils sont toujours là quand même. Donc, dans les travaux qu'on a faits, on a été capable aussi de classer nos micro-organismes avec les différentes espèces en fonction de leur abondance et de leur fréquence. Donc, c'est un graphique intéressant là, pour montrer que nos pseudomonas, là, nos dominants qu'on veut favoriser, sont vraiment toujours là. C'est-à-dire, en termes de fréquence, c'est les plus fréquents qu'on voit dans nos échantillons, mais c'est aussi les plus abondants en général. Donc, ceux-là, c'est intéressant ce résultat-là pour démontrer ça, dans le fond. Mais aussi, ce qu'on démontre avec ce graphique-là, c'est que nos firmicutes, ceux qu'on ne veut pas avoir, la flore qui va un peu dégrader la qualité, ils sont aussi très fréquents, mais en quantité un peu moindre, par contre. Pour les lactococcus, par exemple, ceux-là, ils sont moins fréquents. On ne les voit pas très souvent, mais quand ils sont là, ils sont vraiment assez abondants. Donc, on voit un peu la dynamique qui s'installe dans la sève en termes de population microbienne. Mais tout ça est une question de perspective, hein, parce que les pseudomonas, ceux qu'on aime dans la sève, qui produisent du bon sirop, dans d'autres produits, on ne veut pas les voir. Ils sont vus comme des micro-organismes d'altération. Par exemple, pour les saucissons fermentés dans le milieu des produits carnés. Là. Donc, ça va contaminer ces produits-là. Même chose pour dans le domaine laitier, pour les yogourts ou les produits fermentés comme le fromage. Donc, c'est vu comme une flore d'altération, les pseudomonas. Alors qu'à l'inverse, les lactococcus, on ne veut pas les voir dans le sirop d'érable, ils sont associés aux défauts que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais dans les autres industries, donc la fermentation des saucissons, fermentation pour le fromage et le yogourt, les lactococcus ont une importance, mais on va même les inoculer pour faire ces produits-là. Dans nos résultats aussi, on a, dans une des publications qu'on a fait, on a été capable de calculer un modèle de prédiction de la conformité du sirop, puis on a pu, encore une fois, pour démontrer l'importance de ces espèces-là, on a pu démontrer que l'Euconostoc, donc la famille des firmicutes, les bactéries lactiques qu'on ne veut pas voir, là, donc il y a une très grande proportion de prédiction du modèle de dégradation de la sève là, qui venait de ces leuconostocs-là. Et à l'inverse, les pseudomonas, eux, n'étaient vraiment pas associés dans ce modèle-là. Il y a plus de contribution au modèle de dégradation du sirop. Donc, deux opposés dans ce modèle-là. Bon, on va y venir. Qu'est-ce que c'est le sirop suré? Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est des défauts qu'on retrouve au classement dans les catégories VR4, donc des sirops très acides. Donc, leur goût s'apparente un peu à ce qu'on retrouverait pour le yogourt ou les cornichons, des produits fermentés. Là. Donc, c'est le genre de choses qu'on ne veut pas voir dans le sirop d'érable. C'est vraiment des mauvais goûts. Si on parle de fermentation, il y en existe plusieurs types. Donc, il y a la fermentation lactique. Donc, dans la fermentation lactique, les sucres sont fermentés en acide lactique. Donc, c'est ce qui est utilisé pour fabriquer les yogourts, par exemple. Mais c'est un peu le même principe qui se passe lorsqu'on fait de l'exercice, puis nos muscles
se gorge d'acide lactique. Là, donc, on parle de la même chose ici. Il y a la fermentation hétérolactique. Encore là, c'est les sucres qui sont fermentés en acide lactique, mais il peut y avoir aussi d'autres types d'acides, comme l'acide acétique qui est formé, aussi peut-être aussi un peu d'éthanol. Donc, ça, c'est le genre de fermentation qui est utilisé là, pour les légumes fermentés. Il existe aussi la fermentation malolactique. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'acide malique était présent dans la sève. Donc, les micro-organismes peuvent utiliser cet acide malique-là pour aussi fabriquer l'acide lactique. Donc, c'est un type de fermentation qu'on connaît bien dans les vins. Là. Donc, c'est la fermentation qu'on utilise pour assouplir les vins, par exemple. Puis pour finir, il y a l'alcool, il y a la fermentation alcoolique, celle-là, vous la connaissez bien. Là, on produit de l'éthanol à partir des sucres, puis on produit de l'éthanol et du CO2. Là, donc, je n'irai pas trop loin là-dedans, vous la connaissez bien. Ces fermentations-là, si on parle de la fermentation lactique ou hétérolactique, ça a vraiment un effet sur le pH. Ça va diminuer le pH des produits, notamment la sève, par exemple. Alors que la fermentation malolactique, généralement, a peu d'effet sur le pH. Donc, pour un peu parler des sirosuries, donc je vous présente des résultats ici qui sont intéressants. Ça va illustrer ce qui se passe au niveau de la composition, là. Donc, c'est un projet qu'on a fait il y a quelques années en collaboration avec les producteurs acéricoles du Québec. Donc, ici, dans ce projet-là, cette expérimentation-là, on est allé récolter de la sève, échantillonner de la sève dans 4 érablières différentes. Donc, on a échantillonné la sève, concentré la sève. Donc, ça, c'est des résultats pour le concentré de sève. Et puis, c'est des résultats moyens pour les 4 érablières, là. Donc, ce qu'on a fait, on est allé échantillonner la sève dans ces 4 érablières-là à 4 périodes, donc en début, milieu, fin de saison. Et puis, pour chacun de ces concentrés-là, on l'a fait subir un entreposage de 3 jours à 5 degrés. Donc, on voulait voir l'effet de cet entreposage-là sur la qualité de la sève puis la composition de la sève. On a les résultats ici pour moyens pour ces concentrés-là. Donc, en bleu, on voit l'acide lactique, en orange, l'acide acétique avec l'échelle ici, alors que la ligne en gris ici, c'est pour le pH avec l'échelle ici. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsqu'on a analysé ces échantillons de concentrés-là frais, lorsqu'on les a reçus, on a remarqué qu'en début de saison, il y a très, très peu de ces acides-là, acide acétique, acide lactique. Donc, ce n'est pas des acides qui sont normalement très, très abondants dans la sève de bonne qualité, là. Lorsqu'on a fait entreposer cette sève-là, récoltée en début de saison, on a vu qu'il y avait une petite augmentation, surtout pour l'acide acétique, mais quand même assez modérée. Ce n'était pas très élevé. 5 minutes seulement? Oh, je vais essayer d'accélérer. Donc, ce qu'on remarque vraiment ici, là, c'est en fonction de l'avancement de la saison, on voit une augmentation des concentrations en acide lactique et acide acétique dans les concentrés de sève. Et vraiment, en fin de saison, c'est très, très riche en ces acides-là dans la sève, le concentré qui a été entreposé à 5 degrés pendant 5 jours. Donc, on voit vraiment l'influence des micro-organismes sur la qualité du produit. Ça, c'est associé aussi à une baisse de pH importante, là, surtout vers la fin de la saison. Ça, c'est les micro-organismes. Mais ce qui est intéressant aussi avec cette expérimentation-là, c'est qu'on a été capable de suivre les proportions des micro-organismes dans les échantillons. Donc, en haut, on voit dans la sève fraîche que ces sèves-là étaient vraiment dominées par les pseudomonas, donc vraiment les micro-organismes qu'on veut favoriser, là. Donc, ils sont présents naturellement, en dominance là, en début de saison, au milieu de saison, puis même jusqu'à la fin de saison, là, il y a quand même une bonne dominance. Il y a quand même une évolution naturelle qui se fait là, dans les proportions de micro-organismes, mais il reste quand même qu'une grande proportion des pseudomonas sont présents en fin de saison. Mais si on fait entreposer cette même sève-là, en début de saison, bon, il n'y a pas trop d'effet sur les pseudomonas, mais ce qui se passe, c'est qu'à mesure que la saison avance, puis qu'on entrepose cette sève-là, on perd de cette dominance-là des pseudomonas. Mais cette dominance-là est remplacée par des espèces qu'on ne veut pas avoir, comme le leuconostoc, les pointes de tarte en plus pâle, en crème,
blanc crème, là. Donc, on les voit apparaître un peu plus en mi-saison, puis en fin de saison, ils sont vraiment dominants. C'est pourquoi on a produit des sirops sur riz avec ces sèves-là. Je vais aborder le sujet du sirop filant maintenant. Vous connaissez peut-être un peu mieux celui-là. C'est des sirops qui sont très visqueux. Donc, on a des exemples ici. Mais qu'est-ce que c'est du sirop filant? En fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les micro-organismes vont utiliser les sucres, mais cette fois-ci, pas pour faire des acides organiques, pas pour fermenter comme tel, mais ils vont plutôt produire ce qu'on appelle des polysaccharides. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les sucres, ils vont attacher toutes les unités de sucre entre elles pour faire des filaments très, très longs, puis ainsi augmenter la viscosité du sirop. Je vais passer rapidement là-dessus. Il en existe plusieurs sortes de polysaccharides. Vous connaissez peut-être l'inuline, qui est une fibre soluble, donc un produit qui est ajouté au produit à valeur ajoutée. En fait, c'est connu que l'inuline est un prébiotique, donc c'est une polysaccharide qui a des fonctionnalités, c'est-à-dire que lorsqu'on l'ingère, elle va aider à la flore intestinale, aux probiotiques qu'on a dans notre intestin, à se multiplier favorablement par rapport à d'autres micro-organismes. Donc, l'inuline, c'est un exemple de polysaccharide, et puis donc, c'est formé à partir d'unités de fructose, mais quand les polysaccharides sont formés à partir d'unités de glucose, on parle plus de dextrane, et puis c'est plus ce genre de polysaccharides-là qu'on voit dans les sirops filants, en fait, des échantillons qu'on a vus à date. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la production de polysaccharides, donc les différentes espèces qu'on peut y retrouver, les interactions avec ces espèces-là, les sources de nutriments, température, oxygénation et tout ça, vont faire en sorte que les polysaccharides vont se retrouver dans le sirop d'érable. On sait que la température a probablement un rôle important à jouer dans la production de polysaccharides, mais aussi le type de sève. Donc, ici, dans cette expérimentation-là, on a récolté de la sève à différentes périodes de la saison, donc en début, milieu de saison, puis en fin de saison. Et on a débarrassé ces sèves-là des micro-organismes qu'elles contenaient. Donc, c'est de la sève stérile. On l'a filtrée pour la rendre stérile. Puis, on a inoculé des bactéries dedans pour voir comment ils pouvaient se développer, s'il y avait des différences dans les croissances par rapport au type de sève qu'on avait. Puis, on s'est rendu compte que dans cette expérimentation-là, que la sève de fin de saison offrait beaucoup plus de meilleures conditions pour la croissance des micro-organismes. Ça, c'est dû, en fait, l'enrichissement en fin de saison de la sève en certains éléments nutritifs, comme des éléments nutritifs qui contiennent de l'azote, un élément essentiel pour les bactéries. Donc, des composés comme la lanthowate et le sel d'ammonium qui se retrouvent en fin de saison dans la sève. Donc, ça va donner un avantage à ces sèves-là pour la croissance microbienne. Puis, on remarque aussi, c'est souvent vers la fin de la saison qu'on produit des sirops filants également. Ou lorsqu'il y a des conditions favorables en milieu de saison, par exemple. Ici, dans cette expérience-ci, on a été chanceux. C'est pas évident à faire, mais on est allé chez les producteurs qui avaient produit des sirops filants, mais on a été chanceux, les producteurs avaient gardé la sève qui a servi à faire ce sirop filant. Et puis, on est allé chercher les bactéries qu'il y avait dans cette sève-là pour regarder, voir s'il y avait des différences entre elles, puis lesquelles étaient plus aptes à faire du filant, en fait. Puis, on en a analysé les trois, puis il y en a une vraiment qui était beaucoup plus performante, là, donc produit de sève très, très visqueuse, là, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas nécessairement à 20 degrés, mais c'est à 15 degrés qui était plus performante pour fabriquer le filant. Donc, ça dépend des espèces, ça dépend de ce qu'il y a dans la sève, des conditions. Donc, les sirops filants ne sont pas tous pareils. Il y a une très grande variété aussi. Donc, on a peu de contrôle sur ce qu'on peut faire. En fait, la meilleure chose, c'est de travailler en amont, donc sur les bonnes pratiques, faire des bons assainissements de nos équipements, garder nos équipements le plus propre possible, c'est probablement la meilleure chose à faire là, pour éviter de faire du filant. On a des travaux en cours. On va regarder le sirop filant, aussi le sirop fermenté. On va essayer de voir si ces sirops-là, on va les étudier un petit peu plus au niveau de leur composition pour voir s'il n'y aurait pas des éléments toxiques à l'intérieur de ça, parce que pour l'instant, ces sirops-là sont jetés. Donc, on va essayer de voir si mieux les caractériser pour essayer
apporter des informations qui vont aider un petit peu aider l'industrie à mieux gérer ces sirops-là qui sont produits à chaque année. Même chose un peu pour les VR4. Donc, je disais, c'est un assemblage de différents types de sirops. Donc, on veut mieux les caractériser au niveau chimique pour savoir ce qu'il y en est avec ces sirops-là. Donc, on est dans une situation, là, des fois, on a un peu de contrôle, comme je disais, là, on les arbres, l'environnement et tout ça, composition de la sève. Mais si on pouvait développer un petit peu plus la connaissance au niveau des microbes, on pourrait apporter des meilleures pratiques, peut-être vous donner des solutions, des outils pour mieux gérer la salubrité des systèmes, se retrouver dans une situation où on a un peu plus de contrôle là, puis sur la qualité de nos produits. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop pénible avec mes termes. Juste pour terminer, je n'ai pas eu le choix. On m'a demandé de vous présenter un peu de publicité. On a un laboratoire. Donc, si vous entendez parler de quelqu'un qui a besoin d'analyse, on a un laboratoire très moderne, très, très bien équipé, capable d'analyser beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Pour les formations également, on donne plusieurs formations aux producteurs de perfectionnement. Il y en a certaines qui sont offertes gratuitement par les PPAC aussi, qui offrent du financement pour ces formations-là, que vous avez accès. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça aussi. Mais on a aussi un paquet de produits, des guides, des solutions de référence. On a notre nouvelle solution de référence pour les hydrothermes qui est sortie cette année. On a le test coloris, des comparateurs de couleurs, toutes sortes de produits là, que vous pouvez acheter là, dans nos kiosques ou chez les distributeurs d'équipements. Merci beaucoup.